Les vraies voix, le grand débat des vraies voix. Le chef de l'État qui donc souhaite une nouvelle loi de programmation militaire. Objectif, adapter les efforts budgétaires au nouveau contexte stratégique marqué notamment évidemment par le retour de la guerre aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine. La France possède-t-elle la meilleure armée européenne? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Twitter et YouTube. Et puis évidemment le numéro du standard de Sud Radio 0826 300 300. Vous nous appelez pour réagir et débattre avec nos vraies voix. Philippe Deveul qui est avec nous ce soir, Caroline Pilastre, Jérôme Laverny et donc Mériadec Raffray, journaliste spécialiste des questions de défense et des questions internationales. Bonsoir Mériadec. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Bonsoir alors, à tous. Évidemment, la guerre en Ukraine avec la Russie, et c'est vrai que c'était très impressionnant, très inquiétant aussi, cette guerre aux portes de l'Europe. Comment vous avez trouvé le discours d'Emmanuel Macron hier face aux armées, Mériadec Raffray? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après guerre en Ukraine? Alors c'est Mériadec Raffray. Raffray, pardon. Voilà. Ça a changé beaucoup de choses, cette guerre dans la façon de... Oui, cette nouvelle façon de penser du chef de l'État. Oui, je pense qu'il y a clairement un tournant. Après avoir écouté le discours du chef de l'État hier à l'hôtel de Brienne, c'est-à-dire le siège du ministère de la Défense, je faisais un petit sondage auprès des officiers qui étaient là et ils ont tous trouvé qu'il y avait une forme de gravité dans les propos du chef de l'État. Deux, trois mots pour illustrer cela. Oui. Il a convoqué Louis XIV en disant qu'il était l'héritier comptable de Louis XIV, comptable à la fois de la vie des soldats, mais également des deniers dépensés pour une défense pour une défense efficace. Je vais y arriver. Voilà. Il a dit s'il faut aller plus loin, nous irons plus loin. Donc plusieurs fois, il a parlé beaucoup des forces morales dans la foulée de la tribune qu'avait écrite le chef d'état-major des armées dans le Figaro hier. Pour les forces morales, par exemple, on sent sa volonté forte de faire éclore le fameux service national universel par souci de cohésion. Il a dit aussi qu'il allait multiplier le nombre des réservistes. Autre façon aussi de souder davantage, de consolider la nation. Vous voyez, donc il a beaucoup insisté là-dessus. Et ensuite, il a évidemment insisté sur la façon dont les armées françaises devaient réagir. Lui et les armées françaises devaient réagir au retour de la guerre en Europe, la guerre de haute intensité qu'avaient évidemment prédit nos stratèges militaires depuis quelques années. Ça, c'est le deuxième volet de son discours. Et là, donc, il a expliqué globalement que les armées allaient travailler, les armées et le ministre allaient travailler sur une nouvelle copie de cette fameuse loi de programmation militaire. Vous savez, c'est cette budgétisation, programmation sur le temps long en fait des dépenses qui permettent de donner, qui donne en fait une vision aux industriels. Et donc la loi de programmation exécutée en cours là va s'arrêter en 2025. Donc l'idée c'est que d'ici la fin de l'année, ils remettent une copie au Parlement pour prolonger, pour donner une vision jusqu'en 2030, vision dans laquelle le chef de l'État a évoqué la possibilité d'augmenter, d'accélérer le rythme notamment de la remontée en puissance qu'il avait lui-même initiée à la suite de François Hollande en 2017. Voilà, donc il y a un certain nombre de sujets sur la table. Il faut vraiment que les armées, a-t-il dit, se calibrent désormais plus rapidement et se calibre vraiment pour cette guerre de haute intensité. Un seul exemple, actuellement sur le front du Donbass, les Russes délivrent à peu près 50 000 obus par jour sur leurs ennemis. Donc ça donne une idée du volume et de la capacité à tenir dans la durée. Clairement, nous n'avons pas les stocks suffisants aujourd'hui pour être directement demain matin. C'était ma question justement. Voilà. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que l'armée française est prête à cette fameuse guerre, à une guerre de haute intensité, si jamais un pays nous attaquait ou si on participait à un conflit? Alors, deux temps dans la réponse. La première, le chef de l'État a eu raison de le dire, l'armée française est, je pense, la meilleure d'Europe aujourd'hui. Elle a les savoir-faire, elle a des matériels qui lui permettent d'être efficace, rapide, réactive. Le problème, c'est que c'est une armée encore un peu d'échantillons. Je vais y arriver. Voilà. Elle a beaucoup de tout, elle a peu de tout. Prenons les Césars que l'on donne. On a donné à peu près 20% de notre dotation en César aux Ukrainiens. Il nous en reste 76 sur 76. Donc on en a donné une douzaine, 14, 18. Bon, avec ça, on va pas faire une guerre de haute intensité. Donc il y a un problème de volume, il y a un problème de masse.
on a un problème d'obus. On sait très bien que quand les vaches étaient maigres, plutôt que de couper dans ce qui fait vraiment le soldat, on a rogné un peu sur les stocks. Donc on a clairement un problème de stock. Ensuite, on sait qu'on a un nombre de bâtiments qui est très limité par rapport à l'étendue aujourd'hui de la menace en mer. Ça va depuis l'Atlantique Nord et les sous-marins russes jusqu'à la remontée en puissance de l'armée chinoise de l'autre côté de la planète. Donc vous voyez, il y a tout un tas de sujets aujourd'hui qui sont techniques sur la table, qui demandent à la fois une révision stratégique, où on veut pouvoir faire la guerre demain, comment on veut la faire et avec quels moyens. Oui. Ça vous inquiète, les propos de Mériadec Raffray, tout ce qu'il décrit là, Philippe Deveul? Non, il donne il avait fait un bel état des lieux. Il fait une bonne synthèse. Il fait une bonne synthèse. Toutefois, c'est tout à fait paradoxal. C'est-à-dire que j'avais écrit un article sur la politique de l'huître, sur la défense, c'est-à-dire fort à l'extérieur et faible à l'intérieur. Et oui, alors, est-ce qu'on a l'armée la plus forte d'Europe? C'est difficile à dire, parce que une armée forte, c'est une armée qui a l'habitude de se battre. Or, nous, on s'est beaucoup battu. Et on s'est rendu compte aussi des avantages et des défauts et des inconvénients que les militaires pouvaient rencontrer. Par exemple, au Mali, les Rangers fondaient sur le sol, parce que ça venait d'Espagne, les Rangers, et les militaires préféraient acheter leurs propres Rangers dans le commerce que ceux qui étaient en dotation dans l'armée. Et c'est important de marcher pour un fantassin quand on est dans le désert. Aussi, c'est par rapport à l'Europe. Nous sommes en concurrence avec l'armée britannique, puisque c'est aussi la seule à détenir l'arme nucléaire. Il faut savoir qu'on a une stratégie basée, on a à la fois l'armée conventionnelle et puis l'arme de dissuasion. Or, l'arme de dissuasion, nous avons 300 têtes nucléaires et 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, 4 sous-marins nucléaires d'attaque. Et dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, il y en a toujours un en permanence dans les océans, et il y a 16 missiles. À l'époque, le président Sarkozy avait redéfini la politique de la dissuasion en disant: on a 16 missiles, on peut utiliser un missile sur un pays qui serait menaçant ou qui irait en attaque en profondeur dans notre territoire, et ça pourrait être destiné à un pays qui ne serait pas détenteur particulièrement de l'arme nucléaire. Et son discours est passé vraiment aux oubliettes, alors qu'il était un peu novateur à l'époque. Or aujourd'hui, les conflits, on parle de haute intensité. Dans un conflit de haute intensité, la France n'est pas au niveau, parce que l'armée elle est trop réduite. Et puis, moi, ça me fait sourire tout ça, parce que on a eu un défilé impeccable. Je connais bien l'armée pour l'avoir pratiqué à l'IHEDN, et être officier de réserve dans la marine, mais c'est la colonne vertébrale d'un pays. Mais elle est voûtée. Et quand on vous dit, l'armée française, etc., mais comme l'avait dit Caroline à un moment, les journalistes n'ont jamais posé la question sur le problème de sécurité intérieure du territoire. Il y a 1700 ou 2000 zones de non-droit où vous avez des bandes armées qui sont des narcotrafiquants, qui ont des kalachnikovs. Donc toutes ces questions sont des questions sur la défense de la France. Ouais. Alors, Caroline Pilastre, juste après Jérôme Laverny, sur tout ce qui a été dit, Caroline Pilastre, et cette guerre de haute intensité, puisqu'on l'avait oublié, hein, cette guerre de haute intensité, évidemment, on n'y prêtait pas attention, et là c'est une réalité avec la guerre en Ukraine. Donc forcément, là il y a la guerre en Ukraine, et on se dit il y a encore sans doute un manque d'anticipation. Vous parliez des effectifs. On sait très bien que le service militaire n'est plus obligatoire aussi depuis 90. Donc ne faudrait-il pas le réinstaurer? C'est une bonne question. C'est la question que je me pose légitimement. Beaucoup de Français se posent. Mériadec Raffray, est-ce que ça a été pénalisant pour la France, le fait Pardon, mais c'est une question serpent de mer. Aujourd'hui, mais là plus que jamais. Aujourd'hui, je pense, si vous voulez, je pense que la grande majorité des spécialistes vous diront non, répondront non à cette question. Finalement, c'est pas un problème. Le service national, c'est plutôt un problème de cohésion nationale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un problème qui se pose au niveau de la politique de cohésion de la nation. C'est-à-dire quand un certain nombre d'institutions traditionnelles font défaut, ont des faiblesses, par exemple l'éducation nationale, par exemple la famille, par exemple même certaines personnalités qui ne montrent plus l'exemple. Effectivement, on remet sur la table le service militaire obligatoire. Voilà. C'est-à-dire que c'est une rustine de. Mais ça ne serait pas une solution actuellement par rapport à cette crise en Ukraine? Non, pas du tout. Au contraire, si on devait faire la guerre. Non, pas du tout. Aujourd'hui, il faut. Il n'y aurait pas plus de réservistes, par exemple? Alors, les réservistes, c'est autre chose. Les réservistes, c'est véritablement une force complémentaire ce sont des militaires à part entière, 3/4 temps, un mi-temps ou de temps en temps, mais ce sont aussi des professionnels. Et juste rapidement, pardon, ma question légitimement, on savait qu'avant cette guerre en Ukraine, nous avions 4 jours de munitions.
Il y a eu un article qui est sorti, et si on faisait la guerre, j'ai envie de vous dire... Des munitions qu'on n'arrive plus à produire nous-mêmes. Voilà, en plus, on a du matériel qui est obsolète. On sait que les Allemands ont augmenté de manière drastique, et il était temps, j'ai envie de vous dire, pour eux aussi, le budget militaire. Donc, ne faudrait-il pas justement qu'il y ait un vrai lien européen, parce qu'on n'a pas une armée de défense à proprement parler. Si demain... on avait la guerre sur notre territoire. Là, vous mettez le point sur une chose très importante que Emmanuel Macron a souligné aussi, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a demandé à la fois aux armées et aux industriels de passer en mode économie de guerre, c'est-à-dire de se réformer. Il a demandé aux industriels d'être capables demain de produire plus vite et davantage de matériel. On a un vrai problème aujourd'hui dans la profondeur, c'est-à-dire que par exemple, pour faire des canons César, il y a une seule machine en France, donc on fera pas plus de canons plus vite si on n'a pas plus de machines. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Deuxième sujet, les augmentations qui sont prévues, les 3 milliards qui seront donnés déjà d'ici 2023, elles seront quasiment entièrement absorbées par la modernisation de notre arme de dissuasion qu'évoquait monsieur tout à l'heure. Donc en fait, pour pouvoir monter en puissance, il faut plus que 3 milliards. Vous voyez, c'est ça le sujet aujourd'hui. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. Je laisserai la parole à Jérôme Laverny sur tout ce qui a été dit, mais dans l'immédiat, et je suis ravi de faire un heureux ou une heureuse, ce sera plutôt une heureuse, c'est Lydia qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir Lydia. Bonsoir Sud Radio, bonsoir à tous. Bonsoir ma chère Lydia. Alors on va pas faire durer le suspense plus longtemps, hein. On est ravis, nous les vraies voix, Philippe Deveul, Jérôme Laverny, Caroline Pilas, de vous offrir donc cette semaine pour vous. Je sais pas si vous comptiez partir en vacances, mais en tout cas si la réponse était négative, eh ben elle se transforme en positive, puisque vous gagnez donc une semaine pour 4 personnes dans un hébergement de notre partenaire Gîtes de France. Ma chère Lydia, bravo Lydia. Bonsoir à tous, bonsoir Caroline. Bonsoir Lydia. Que j'écoute souvent et que je regarde souvent aussi à la télévision. Merci Lydia. Je suis très contente parce que je vais pouvoir peut-être partir en vacances, parce que cela fait 25 ans que je ne suis pas partie en vacances. Et ben voilà, formidable. c'est bien tombé. Et ben c'est bien tombé. Je vous souhaite de bonnes vacances, hein. Vous le méritez doublement. Et ben ce sera une semaine pour vous ma chère Lydia, après avoir passé 25 ans sans vacances. On est ravis de vous offrir cette petite semaine. Ma chère Lydia, on compte sur le petit courrier, la petite photo. Voilà, au retour de cette belle semaine. Merci Lydia. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup à vous, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, bonsoir Lydia, une très bonne vacances. Merci à vous. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes avec nos vraies voix et Mériadec Raffray qui est avec nous, journaliste et spécialiste des questions de défense et des questions internationales. On poursuit notre débat. La France possède-t-elle la meilleure armée européenne? On retrouvera Laurent qui nous appelle de Montpellier dans quelques instants, et Jérôme Laverny aussi. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix avec Philippe Deveul, Jérôme Laverny, Caroline Pilastre et notre grand débat. La France possède-t-elle la meilleure armée européenne? Vous votez sur les réseaux sociaux et puis vous nous appelez au 0826 300 300. J'aimerais avoir votre avis. Laurent de Montpellier est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir mon cher Laurent, j'aimerais qu'on souhaite un bon anniversaire à Laurent. C'est aujourd'hui, les 14 juillet. Joyeux anniversaire Laurent. Merci beaucoup. J'imagine qu'on fait une date qu'on retient en général, donc les gens n'oublient pas votre anniversaire en général, Laurent. Faut le vouloir. Voilà, et comme c'est celui à ma mère aussi aujourd'hui, donc on ne s'oublie pas mutuellement. Eh ben, très bien, voilà, bon anniversaire à votre maman. Vous baignez dans la fête nationale. Alors, exactement. On vous écoute Laurent, j'imagine que vous avez écouté notre grand débat. Est-ce que vous pensez qu'on a la meilleure armée européenne? Alors la réponse est oui, hein, nous a dit Mériadec. Mais est-ce que ça vous inquiète ce qu'il a dit sur le fait que, évidemment, on n'était pas vraiment bien préparé à une guerre de haute intensité? Écoutez, moi, ça ne m'inquiète pas, parce que est-ce que nous allons subir un jour une guerre de haute intensité? Ce n'est pas certain. N'oublions pas que les Russes veulent démilitariser l'Ukraine. Hein. C'est bien précis comme terme. Ils veulent casser l'armée ukrainienne. Donc là, c'est de la guerre de haute intensité. Ils ne veulent pas détruire le pays en tant qu'entité ukrainienne. Hein. Après, bon, la politique de Poutine, je ne la connais pas. Mais pour ce qui nous concerne, comme disent les Américains, notre armée est une armée bonsaï. Hein, nos amis américains disent ça de nous, hein. Nous avons une armée bonsaï, c'est-à-dire elle est équilibrée, il y a tout, mais c'est en petite quantité. Mais maintenant, moi je tire mon chapeau aux militaires français, hein. C'est une armée sérieuse, avec un équipement, il est ce qu'il est. Et aussi, n'oublions pas nous les civils qui, par notre travail et notre flux économique, apportons l'argent à l'armée quand même, hein. Et oui, sans pays, sans économie valable dans un pays, il n'y a pas d'armée derrière. Voilà.
Donc non, moi je ne m'inquiète pas d'une guerre haute intensité pour la France. D'ailleurs, pour la petite anecdote, n'oublions pas que l'armée américaine, qui est la plus grosse armée du monde, avec le plus gros budget, n'ont pas réussi à battre une armée de bergers en Afghanistan. C'est ça la réalité. Voilà. Donc des bergers avec des fusils et des lance-missiles. Bon, voilà. C'est un peu plus complexe que ça, Laurent. Mais bon, oui. On comprend ce que vous voulez dire. Alors voilà, justement, sur la guerre de haute intensité, est-ce que c'est possible ça, Mériadec Raffray, une guerre de haute intensité, un pays qui déclarait la guerre à la France, ou c'est vraiment chose impossible aujourd'hui? Votre auditeur a raison. Pour l'instant, il faudrait les raisons garder. Il y a pour l'instant le conflit est serré au niveau de l'Europe de l'Est. Il est localisé. Il est localisé. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de menace directe. En revanche, ce qu'expliquent les stratèges, c'est qu'on a une augmentation des tensions internationales. On a aujourd'hui de plus en plus de pays qui, pour faire avancer leurs intérêts, utilisent la force armée. On peut parler par exemple de la Turquie. Il y a eu un clash très très sérieux il y a 2 ans en Méditerranée orientale entre la Turquie et la France, entre 2 bâtiments. Donc vous avez une multiplication aujourd'hui de ces clashs, et vous avez pour la première fois le retour de la guerre de haute intensité, auquel finalement peu de monde croyait, à part les milieux un petit peu spécialisés. Donc, de quoi sera fait demain? Eh bien, écoutez, moi, je m'appelle pas Madame Irma, mais le climat est quand même très désagréable. Et par ailleurs, il y a une multiplication des théâtres d'opération, des théâtres sur lesquels les armées sont engagées. Elles vont se retirer du Mali, mais ils sont en train d'expliquer, de réfléchir à une nouvelle répartition en fait des forces armées françaises en appui des États africains qui ont de graves problèmes de stabilité et qui sont, comment dirais-je, aujourd'hui très impactés par le djihadisme. Donc, vous voyez, il y a vraiment un nombre de foyers qui est en augmentation. L'armée chinoise aujourd'hui se déploie de manière très importante. La flotte chinoise aujourd'hui, c'est 2 fois plus de bâtiments en volume, en tonnage, que la flotte américaine. Jérôme Laverny, qu'on n'a pas entendu. Jérôme, deux commentaires. Allez-y. Le premier, c'est que l'armée fait partie des 6 employeurs sur 10 qui n'arrivent pas à recruter. Un opérateur privé est venu en soutien, alors que c'est un service public, tant il est vrai que cette difficulté touche également l'armée. Il y a des offres d'emploi, de recrutement, on va dire, sur le site du Bon Coin. Et puis moi, il y a une deuxième chose précisément pour cette difficulté-là. Je ne sais pas s'il faudrait intensifier, mais en revanche, j'arrive pas à comprendre. On peut pas être militaire comme ça du jour au lendemain. C'est un métier difficile, un métier qui demande beaucoup de connaissances et de compétences. Et je comprends pas que donc des gens qui ont été formés à raison d'un effort parfois colossal, qu'on les mette devant des écoles pour opérer des opérations de surveillance, et que, à défaut de recruter beaucoup plus de personnes, il conviendrait peut-être d'économiser la mobilisation des forces armées devant des écoles, devant des lieux de culte, etc. Où là, pour le coup, d'autres professionnels pourraient être mobilisés, et permettant d'économiser. Alors, on va poser la question à Mériadec Raffray sur la problématique de Jérôme Laverny. Oui, c'est une bonne remarque. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, sans trop le dire, en fait, les armées ont été retirées du dispositif de surveillance, comme vous expliquez, auprès des écoles ou des... voilà. D'ailleurs, on assiste à une remilitarisation de la gendarmerie nationale en particulier, pour avoir cette capacité à faire face à une menace de type terroriste, de type militaire. Donc vous voyez, il y a un jeu de bascule, et de facto, par ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question qui risque de ne plus trop se poser, parce que les armées sont vraiment très sollicitées aujourd'hui. Mais vous avez raison, sur le recrutement, en revanche, vous voyez, j'entendais le patron de la marine hier qui expliquait qu'ils n'avaient pas de problème de recrutement. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes bien câblés, faisant des études brillantes, ne veulent pas faire de l'argent dans le privé, mais veulent servir leur pays. Vous avez toute une génération dans les banlieues, vous avez tout un tas de jeunes qui se frappent à la porte des armées parce qu'ils vont y trouver des valeurs, une institution qui les encadre et une camaraderie qu'ils n'ont plus, et ça fonctionne. Il nous reste 3 minutes, Philippe, juste après. Et concernant la remilitarisation, le développement de la militarisation chinoise, la Chine sort l'équivalent de la flotte française par an en niveau de navire. Donc il y a des foyers, et on focalise sur le Donbass, mais moi je dirais calmez-vous, parce que Taïwan est la prochaine zone qui va poser... On parlait d'un conflit localisé. Est-ce que ça vous fait peur, ça, Philippe Deveul et Caroline Pilastre, de la suite de ce conflit? Beaucoup sont optimistes en disant que ça va rester très localisé entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous n'avez pas peur que... J'ai peur de l'attitude très
très agressive des États-Unis à l'encontre de la Russie par un envoi progressif d'armement qui commence à irriter et qui pourrait faire basculer le conflit. Caroline, moi, je suis très angoissée par la suite. C'est un mélange des genres, mais plus sur l'instabilité psychique de M. Poutine. Depuis le départ, je le dis, là-dessus on est en désaccord avec Philippe. La question que je vous posais en off, donc on peut le dire à l'antenne rapidement, je vous demandais si il n'y aurait pas une hausse d'impôts. Forcément, M. Macron nous dit que non, mais s'il faut augmenter, et c'est normal de prioriser le régalien, et en l'occurrence le budget alloué à l'armée, forcément, ça va se ressentir sur nos impôts. Et à un moment donné, comment est-ce qu'on va trouver l'argent ? En fait, M. Macron a fait du en même temps cet après-midi à l'Élysée, puisqu'il a dit d'un côté, je ne souhaite pas augmenter les impôts puisque je veux augmenter les salaires, c'est pas pour reprendre par l'impôt. Et de l'autre, effectivement, il nous explique qu'il veut revenir à la bonne gestion budgétaire. Donc, il va y avoir un problème. Ça, c'est certain. La seule solution pour ne pas augmenter les impôts, c'est continuer à laisser filer le déficit, non pas pour payer les différentiels de prix de l'énergie ou de prix de l'essence à la pompe, mais plutôt pour investir dans la défense, fabriquer des canons et faire de l'emploi français. Ça, c'est une bonne idée. 30 secondes, Jérôme Laverny, vraiment. Pour finir sur les propos liminaires du président de la République, qui effectivement a souligné la force d'âme des forces militaires. Donc, c'est bien naturel de leur rendre hommage aujourd'hui. Eh oui, merci à vous donc. Il faut bien que certains aient une âme dans ce pays. Merci à vous, Mériadec Raffray. Merci pour vos éclairages et vos explications, journaliste et spécialiste des questions de défense et des questions internationales. Merci à vous. La France possède-t-elle la meilleure armée européenne? Vous votez sur les réseaux sociaux. Le score final sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites oui à 75%. Direction tout de suite les Francopholies de La Rochelle.